Et on a la chance ce soir d'avoir avec nous des sommités, en tout cas des personnes qui ont un cursus et des connaissances. Je n'aurais certainement pas grand-chose à dire, si ce n'est d'introduire nos intervenants et ensuite peut-être de poser quelques questions. Toutes et tous, c'est un plaisir d'être là. On est au cœur du sujet parce que et l'alimentation vue dans toutes ses dimensions, au-delà de simplement nutritionnel, et on y reviendra peut-être plus tard, mais ici effectivement on évoque les systèmes alimentaires comme étant une somme d'activités humaines autour de la production agricole, de la transformation des matières premières en matières alimentaires, de leur distribution, leur commercialisation, leur consommation et la gestion des déchets de cette consommation. Tout ça forme effectivement un système alimentaire qui n'est pas un vase clos, quoi, qui dépend fortement. Et tous les facteurs de changement de ce système alimentaire sont ceux que vous évoquez, les grands changements mondiaux, environnementaux, climatiques, perte de biodiversité, aggravation des inégalités. Tous ces facteurs vont modifier les façons de produire, de transformer. Ce système alimentaire étant tellement dépendant, par exemple, de l'énergie, voilà, on sait que du coup ça va fortement influer sur le fonctionnement de ce système alimentaire. De sorte qu'effectivement, on peut considérer que parler de transition dans le système alimentaire, on peut imaginer, alors c'est vrai que j'ai les lunettes, moi, alimentation, mais on peut considérer que c'est quasiment la mère de toutes les transitions, quand on considère qu'effectivement il y a un lien très fort à l'environnement, très fort à l'énergie, très fort aux questions démographiques, etc. etc. Donc voilà, je vous rejoins effectivement sur l'idée que c'est des questions qui sont au cœur de la table, sans compter qu'on est tous mangeurs, ce dont on parlera aussi probablement. Oui, alors déjà moi le terme système alimentaire ne me plaît pas beaucoup, j'emploie souvent le mot système agroalimentaire, c'est-à-dire qu'en fait il est difficile de penser à notre alimentation sans regarder l'agriculture, et c'est vrai aussi que quand je regarde l'agriculture, j'ai envie de dire système agraire, c'est-à-dire que ce n'est pas que des techniques agricoles, mais ça a beaucoup à voir avec les réseaux sociaux. J'ai découvert là que dans les otages il y avait des Thaïlandais. Et pourquoi ? Pourquoi les Thaïlandais vont migrer en Israël pour chercher du travail ? Pourquoi en Thaïlande, exportateur de riz, il y a encore des gens qui ont faim et sont obligés, pour avoir des revenus décents, de devoir migrer à l'étranger. Alors, il s'avère là qu'ils étaient en Israël, mais est-ce que justement ces questions, y compris les mouvements migratoires, ces gens qui traversent le désert libyen, ceux qui traversent la Méditerranée, ceux qui essayent de migrer, etc., est-ce que ça a à voir avec l'agriculture et l'alimentation? La réponse est clairement oui. Donc il faut penser systémique. Et vraiment, oui, moi je serais pour qu'on raisonne très clairement notre économie mondiale avec la préoccupation que tout le monde puisse être nourri correctement, durablement, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec des formes d'agriculture qui soient respectueuses de l'environnement, qui soient respectueuses de la qualité sanitaire des aliments, qui assurent un volume suffisant, une sécurité des approvisionnements, une sécurité sanitaire. Ben, je suis vraiment pour. Mais j'ai juste une question. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. J'étais encore au lycée, d'un professeur de géographie qui nous enseignait, attention, vous avez vu que j'ai des cheveux blancs, la famine en Inde. À l'époque, il y avait des famines en Inde. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il y avait des gens qui souffraient de la faim comme aujourd'hui, hein, qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories, mais il y avait des gens qui mouraient en pagaille de faim. Et ce prof de géographie nous avait demandé, je ne plaisante pas, de ramener une petite bouteille de lait concentré Nestlé pour aider à l'aide alimentaire des Indiens. À une époque d'ailleurs où les ports indiens étaient insuffisants pour que l'aide alimentaire puisse être acheminée jusque le peuple en Inde. Et évidemment, je récuse complètement cette idée, c'est de la charité, comme si on pouvait résoudre les questions de faim et de malnutrition dans le monde par de la charité. Mais néanmoins, ce professeur de géographie m'a ouvert à quand même ses préoccupations. Et puis, comme je n'étais sans doute pas d'une modestie remarquable, ben, j'ai voulu mettre fin à la faim. Et j'ai fait des études d'agronomie, en l'occurrence, et puis j'ai eu la chance, je ne vous cache pas, d'avoir comme professeur René Dumont. René Dumont, qui était à l'époque, quand il m'enseignait, il était productiviste, il était tiers-mondiste. Donc les pays du Sud, on les appelait tiers-monde, en référence aux tiers-États, c'est-à-dire le tiers-monde exploité par les deux autres tiers, que ce soit soviétique ou capitaliste. À l'époque, la croissance démographique était exponentielle. On n'entrevoyait pas que dans certains pays, il pourrait y avoir une transition et que justement le nombre d'enfants par femme en âge de procréer allait diminuer. Mais donc il y avait cette inquiétude, il fallait produire toujours plus.
Et d'ailleurs, il fut une époque où René Dumont était un petit peu en désaccord avec Pierre Rabhi. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Pierre Rabhi, pour qui l'agroécologie est une éthique de vie. Je ne vous cache pas que ce professeur, qui a encadré ma thèse de doctorat quand j'étais au Venezuela sur la réforme agraire, là, je l'ai reconnu après, évidemment, écologiste. Donc oui, il peut y avoir des évolutions de pensée. Et la question, elle est effectivement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager des formes d'agriculture dans le monde qui soient quand même intensives à l'hectare et qui soient respectueux de l'environnement, respectueux des générations futures. En placement de mon service militaire, je fais un service d'opération civique, et j'enseigne aux Malgaches la riziculture améliorée. Alors évidemment, j'avais posé la question, est-ce que jeune diplômé, est-ce que je connais bien la riziculture par rapport aux Malgaches qui peut-être quand même la connaissent un peu mieux que moi? Et on m'avait dit oui, non mais c'est évident, mais vous avez les bagages scientifiques suffisants pour expliquer pourquoi la riziculture améliorée est bien meilleure que la riziculture traditionnelle. Et à l'époque, c'était la première variété de la révolution verte qu'on appelait IR8, sélectionnée aux Philippines, mais qu'on essayait de vulgariser à Madagascar. Évidemment, c'était une variété à haut potentiel génétique de rendement, paille courte, feuilles érigées, capable d'intercepter le soleil pour en faire de l'énergie alimentaire. C'était génial, quoi. Sauf que comme elle était petite, elle était concurrencée par des herbes adventices, que j'appelais à l'époque mauvaises herbes. Et évidemment, j'enseignais aussi l'herbicide. Et puis comme elle était sensible à un champignon pathogène, la périculariose, j'enseignais le fongicide. Et comme elle était sensible à un virus transmis par une cicadelle, j'enseignais l'insecticide. Et donc, à l'époque, moi, jeune agronome formaté, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques jeunes agronomes ici, ou près d'être diplômés agronomes, ben je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qui était bien. Je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qui était mal. J'étais proche de Dieu. Et elles m'ont dit que j'étais nul. Parce qu'avec mon herbicide, avec mon insecticide et tout, je tuais les canards, je tuais les escargots, je tuais les grenouilles, je tuais les poissons, je tuais toutes leurs sources de protéines. Eh bien, c'est bien des femmes malgaches analphabètes, je vous le dis très clairement, qui m'ont initié à l'agroécologie, sans jamais prononcer le mot, mais en me disant, mais regardez, attention, notre objet de travail, c'est pas seulement une culture, ou un sol, ou un troupeau, c'est un écosystème d'une incroyable complexité, et il vous faut prendre en compte, et puis quand vous parlez de rendement, quand vous parlez de productivité de travail, n'oubliez pas de parler de rendement protéique, de rendement calorique, de rendement vitaminique, de rendement minéraux, etc. Enfin, c'est vraiment elles qui m'ont initié. Ouh, j'ai reçu la gifle de ma vie, et je peux vous assurer, ça a été la chance de ma vie. Je crois que oui, système agroalimentaire aujourd'hui, il nous faut concevoir des agriculteurs qui ont un objet de travail qui est d'une grande complexité, même s'il est vrai, et c'est dramatique, le côté de notre agriculture industrielle d'aujourd'hui, eh bien, pour privilégier la croissance et le développement de quelques espèces, et même seulement quelques variétés, peut-être à haut potentiel génétique, c'est possible, on a simplifié ces écosystèmes agricoles, et tout le monde sait, parmi les écologues, plus on simplifie un écosystème, plus on le fragilise. Et là, c'est clair, aujourd'hui, il nous faut revoir la copie, nos agricultures industrielles, qui ont été capables quand même de mettre fin aux famines en Inde, qui ont été capables de permettre à des pays comme la Chine, le Vietnam, etc., d'exporter du riz, alors qu'à l'époque, ils en importaient considérablement. Ben, aujourd'hui, il nous faut revoir complètement la copie. Nos agricultures industrielles ne sont plus à même, aujourd'hui, de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Pour rebondir sur l'UNESCO, qui est quand même l'Agence des Nations Unies sur l'éducation, la science et la culture, donc autant dire que c'est l'alimentation au cœur de ces trois domaines. Mais bon, il y a une agence des Nations Unies spécialisée pour l'agriculture et l'alimentation, c'est la FAO. Alors nous, on est une chaire d'enseignement et de recherche labellisée par l'UNESCO. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas directement à l'UNESCO, mais donc on a le bonheur d'avoir ce label-là sur cette chaire qui a été créée en 2011. Et à l'époque, ben voilà, on remettait sur la scène, sur la table de discussion, l'idée d'alimentation durable et de reparler, n'en déplaise à Marc, mais de système alimentaire en englobant la production et des choses qui avaient été justement théorisées au début des années 90 par Louis Malassi ici à Montpellier. Donc il y avait cette école d'entrevoir l'alimentation et l'agriculture comme un continuum qui avait été un petit peu délaissé au fil du temps, chacun étant dans son silo disciplinaire. Et donc on a un petit peu réactivé cette approche holistique de l'alimentation, vue dans toutes ses dimensions, et tout au long du système, et donc création de cette chaire,
qui a 3 grands types d'activités. Donc, comme vous l'avez dit, on est hébergé à Montpellier Supagro, c'est l'Institut Agro Montpellier maintenant. Enfin, il y a un certain nombre d'étudiants de Supagro qui sont là ce soir. Et du coup, 3 grands types d'activités, c'est la formation, la coordination et valorisation de projets de recherche, et puis la diffusion des connaissances. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de se situer à l'interface science-société, c'est-à-dire traduire des résultats de recherche pour l'action, pour les acteurs du changement, en défendant, donc, comme je disais, cette approche multidimensionnelle de l'alimentation. En matière de formation, en particulier, on encadre des enseignements d'un master spécialisé qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable, qui est donc à Supagro. En matière de recherche, alors historiquement, on a commencé à travailler beaucoup au début de la recherche sur la question des systèmes alimentaires urbains, comment approvisionner les villes, et donc ces liens urbain-rural, les paysages alimentaires dans lesquels les citadins se retrouvent. Et puis, petit à petit, depuis 4-5 ans, on a glissé sur la question des solidarités alimentaires, de la lutte contre la précarité alimentaire, et donc en développant un certain nombre de projets. Mais il y a une action un peu particulière à Montpellier de caisse alimentaire commune. Des publications, dont une écologie de l'alimentation, donc un ouvrage qui était un peu anniversaire pour les 10 ans de la chaire, et on faisait une analogie entre l'écologie et l'alimentation, considérant que l'écologie, c'est une science des relations entre les différents éléments du monde vivant, et puis que l'écologie, c'est aussi un mouvement politique. Donc, du coup, se dire que l'alimentation, c'est aussi une science de relations à soi-même, aux autres, du lien social entre nous, entre mangeurs, et puis du lien à notre environnement, éminemment politique. Et l'idée de se dire que la façon dont on s'organise pour produire, pour transformer, consommer, etc., notre alimentation, est vraiment une manière d'organiser la société. Si on met l'alimentation effectivement au cœur de nos sociétés. Et puis on a aussi d'autres activités comme des conférences, des colloques, et j'en profite d'ailleurs pour vous inviter à notre prochain colloque annuel. On a chaque année un grand colloque sur l'alimentation, et le prochain aura lieu le 2 février, et justement c'est sur le thème des jeunes et l'alimentation. Savoir que ces gens pauvres ne peuvent pas acheter un soja excédentaire au Brésil, et que nos cochons sont plus riches que les pauvres Brésiliens, excusez-moi, je pense que ce système alimentaire est singulièrement dangereux. Moi, je crois qu'il faut y mettre fin. Et il nous faut trouver effectivement des systèmes alimentaires plus respectueux et de l'environnement et de l'humanité, au nord comme au sud, les riches, les pauvres. Mais faire en sorte que tout le monde puisse se nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Je vais dénoncer l'agriculture extensive. Parce que moi, l'agriculture extensive, excusez-moi, si c'est étendre des surfaces cultivées pour déforester la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt de Bornéo. Oui, notre élevage de poulet bas de gamme de moins de 40 jours, c'est un élevage extensif, qui exige d'énormes extensions, sauf que c'est pas en France, c'est au Brésil. Mais on va mettre fin à ça, si vous en êtes d'accord. La démarche holistique et systémique nous oblige à regarder ça dans le concret, Dans les soiges confinés, pour qu'ils n'aient pas d'épisodes ici, on les shoot aux antibiotiques à titre préventif, et que du coup vous développez des antibiorésistances. Enfin, je veux dire, il y a urgence de mettre fin à ça. Oui, notre système alimentaire est dangereux, et maintenant il faut y mettre fin. Et les solutions, effectivement, c'est de savoir si des systèmes agraires, agroalimentaires, économiques, qui rendent hommage à l'agroécologie, enfin à des formes d'agriculture qui relèvent d'une agroécologie scientifique, pour développer intensément, faire l'usage intensif à l'hectare de ressources renouvelables et pléthoriques telles que l'énergie solaire pour fabriquer de l'énergie alimentaire, faisant un usage intensif à l'hectare de ce gaz carbonique. La plante va prendre le carbone, on appelle ça la photosynthèse, prendre le carbone, libérer de l'oxygène, et avec ce carbone, nous fabriquer les glucides, les lipides, des protéines, peut-être même de la paille, des racines, peut-être même, si ça se décompose bien, séquestrer du carbone dans les sols. Mais moi, je suis pour l'agriculture intensive, agroécologiquement intensive, soyons clairs. Et puis alors après, si vous me dites que dans les protéines, il faut de l'azote, mais il y a 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi, on va en faire un usage intensif, c'est renouvelable, absolument. Alors par contre, c'est coûteux en énergie, j'en conviens. Oui, pratiquer, le blé, on veut qu'il soit riche en protéines, on veut lui apporter un engrais azoté de synthèse, fabriqué avec du gaz naturel russe. Et je dis russe pour vous faire peur, mais c'est la dépendance à l'égard des énergies fossiles auquel il faut mettre fin. Sachant qu'il y a des légumineuses qui peuvent faire ça, avec des microbes qui s'incrustent dans la racine, mais on le sait déjà, tout ça. On le sait déjà. Oui, il faut mettre fin à ce système alimentaire dangereux et en convertir un autre. Si notre système alimentaire est en danger, je suis heureux. Ça veut dire qu'on gagne des points. L'agroécologie va peut-être finir quand même par importer. Ça me ferait plaisir. Système en danger, en tout cas système clairement défaillant. On a des producteurs qui d'un côté ne sont pas justement rémunérés du travail qu'ils fournissent,
et compense des pertes de revenus ou des revenus trop faibles par des aides publiques. C'est le cas en Europe grâce à la politique agricole commune aux États-Unis. Là où ces filets de politique publique n'existent pas, on voit des situations effectivement de producteurs qui sont en situation d'insécurité alimentaire, ce qui est quand même un comble. Et puis on a de l'autre côté des consommateurs, et on le voit de plus en plus, y compris dans nos pays supposément riches, de plus en plus en difficulté d'accéder à une alimentation dont on voit le coût qui augmente. Donc clairement, c'est un système défaillant dans le sens où il ne rémunère pas suffisamment bien ceux qui sont à la base de la production alimentaire et ne permet pas un accès au plus grand nombre d'entre nous. Donc pour moi, il est déjà là le signe de la défaillance et du danger de ce système. Ensuite, évidemment, il y a un certain nombre de limites qu'on va peut-être pas égrener pour pas complètement se déprimer. Et puis Marc en a déjà évoqué certaines, mais en termes de santé, en termes environnementaux, on les connaît beaucoup, mais peut-être aussi en termes socio-économiques. Et peut-être des choses qui sont peut-être moins, auxquelles on réfléchit moins, mais la question du travail. On sait que c'est un système alimentaire qui produit une alimentation, en tout cas le système industrialisé qui produit une alimentation à faible prix, donc qui a eu effectivement son bienfait, qui a permis au plus grand nombre d'accéder à l'alimentation. Mais en même temps, on voit aujourd'hui que c'est des coûts qui sont reportés finalement ailleurs, des coûts environnementaux, des coûts sociaux qui ne sont pas intégrés dans le prix de l'alimentation et que finalement on paye d'une autre manière au sein de la société. Parce qu'au milieu de la chaîne, de la transformation, de la distribution, il va y avoir une vraie captation de la valeur ajoutée qui se fait par ces opérateurs-là. On avait fait justement un colloque sur ce sujet, sur le travail dans les systèmes agricoles alimentaires, qui est au choix et souvent en même temps pénible, mal rémunéré, mal considéré, où on va effectivement faire appel à une main-d'œuvre de plus en plus maltraitée, et ça c'est aux portes de chez nous, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Donc c'est aussi un système qui prospère sur un travail mal récompensé, je dirais, donc du coup qui justifie aussi finalement qu'on ne paye pas le coût réel, social, de notre alimentation. On sait qu'on n'en paye pas le coût environnemental, mais on n'en paye pas non plus le coût social. En cela, il est effectivement dangereux, clairement. Donc il y a nécessité à revoir un certain nombre d'éléments, déjà de retrouver la valeur de l'alimentation, peut-être qu'on en reparlera, mais elle a une autre valeur que la simple valeur économique. L'alimentation, elle a une valeur de lien social, elle a une valeur d'entretien de l'environnement, etc., etc. Et ça a un prix. Et donc, c'est vraiment des choix politiques de se dire quelle est effectivement la valeur de notre alimentation, et certainement pas celle qu'elle a aujourd'hui. Avec 10 résolutions, 10... L'agronomie, nomos, la norme, la variété améliorée, la mauvaise herbe, on donne des leçons, on sait comment procéder. Moi, je pense que ça a déjà été dramatique. Donc, je pense qu'il faut prendre l'agroécologie comme une source d'inspiration, vraiment, pour tous ceux qui veulent promouvoir des formes et mettre en œuvre des formes d'agriculture alternatives destinées à nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière avec des agriculteurs, des paysans correctement rémunérés. C'est une source d'inspiration qui a des fondements scientifiques, l'agroécologie scientifique, la discipline des agroécologues. Et savoir que certains veulent faire l'agroécologie opposable ou comparable à l'agriculture biologique, à l'agriculture de conservation, à l'agriculture de précision, à l'agroforesterie, à la permaculture et ce genre de choses, ça déjà, le fait que certains essayent de promouvoir ça comme ça, ouh là là, moi je suis hyper réservé. Je pense que toutes ces formes d'agriculture dont j'ai parlé là relèvent plus ou moins de l'agroécologie scientifique, et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en quoi elles contribuent effectivement aux enjeux dont on a parlé, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière dans un contexte de dérèglement climatique, dans un contexte d'exode rural massif, de migration mondiale et ce genre de choses. Oui, il y a des formes d'agriculture qui peuvent faire l'usage intensif des rayons du soleil pour faire de l'énergie alimentaire. Ça veut dire couverture végétale verte la plus totale possible et la plus permanente possible. Donc hiver, printemps, été, automne, ou sous les tropiques, saison des pluies et saison sèche, on peut encore avoir des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire, ce serait quand même pas mal. Donc des feuilles vertes. Mais il faut quand même que ces feuilles transpirent. Parce que l'énergie dont on parle là, c'est des molécules carbonées, je disais tout à l'heure, le carbone vient du gaz carbonique. Et pour que la plante puisse intercepter le gaz carbonique, quitte à libérer de l'oxygène, eh bien, il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante, mais il faut impérativement que la plante puisse transpirer pour intercepter le gaz carbonique, prendre le carbone, libérer l'oxygène et fabriquer nos hydrates de carbone et séquestrer du carbone dans le sol. Donc c'est la gestion de l'eau qui est le plus délicat dans le monde entier.
C'est parce qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en réserve dans le sol une quantité d'eau suffisante pour que quand interviennent des canicules, quand interviennent des sécheresses, eh bien, la plante ait encore accès à de l'eau, c'est souvent quand il y a du soleil, hein, justement, mais justement que la plante ait encore accès à de l'eau pour continuer de transpirer et faire le plein usage du soleil, la photosynthèse. Et je pense que l'agroécologie peut nous inspirer, et vous voyez que le principe général, après on s'adapte aux conditions locales, mais il faut faire l'usage intensif de cette eau de pluie, celle qui nous est donnée gratuitement, mais chaotiquement, plus rien ne doit ruisseler. Tout doit s'infiltrer dans les sols. On met des barrières au ruissellement, on remet des haies, et la couverture végétale, là, le petit filet d'eau, là, moi je regarde parfois dans les coteaux, dans les zones viticoles, là où les viticulteurs ont remis ce qu'on appelait des mauvaises herbes, mais ils ont remis des herbes parce qu'elles sont bonnes, empêchent l'eau de ruisseler, ça finit par s'infiltrer. C'est aussi qu'il faut que le sol soit poreux pour que l'eau s'infiltre, et là, moi, on m'enseignait le labour, maintenant j'enseigne plutôt les techniques culturales simplifiées, les zéro labour. Mais alors comment le sol va-t-il être poreux pour que l'eau puisse s'infiltrer si on ne fait pas de labour? Ben, ce sera les vers de terre. C'est la biologie des sols, les vers de terre qui creusent des galeries, hein, la nuit ils sont à l'horizon, ils creusent des galeries, et les galeries vont nous permettre à l'eau de s'infiltrer. Et maintenant il faut que l'eau qui s'emmagasine dans le sol soit retenue à hauteur des racines, ça s'appelle fabriquer de l'humus. L'humus c'est 50% de carbone, c'est le fameux carbone, un photosynthétisé, la paille, la racine, ça s'est décomposé, mais c'est aussi un peu d'azote. Et l'azote, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les protéines, là ça va être les légumineuses. Et donc au fond, la mère terre, là, la mère nourricière, la Pachamama, l'énergie elle nous vient du soleil, le carbone il vient de l'air, l'azote il vient de l'air. Mais qu'est-ce que le sol fait dans cette affaire? Et déjà parlé, il faut les collemports, il faut des collemboles, des cloportes, des vers de terre. Et alors par contre, les principaux progrès de l'agriculture inspirée d'agroécologie dans les années qui viennent, je vous le dis tout de suite, c'est pour les éléments minéraux, là où il y a de la finitude, plus on prend des éléments minéraux, plus il faut envisager d'en remettre. Ça c'est vrai. Et la grande crainte, c'est le phosphate. Très clairement, on nous annonce que les mines de phosphate, d'ici 3-4 décennies, eh bien, il y aura les coûts d'exploration de nouvelles mines de phosphate et d'exploitation vont devenir hyper coûteux. Et donc il ne faut pas gaspiller. Donc si on pouvait faire en sorte que l'azote de nos urines et des animaux, que le phosphate de nos urines n'aille pas fertiliser des algues vertes, qu'on puisse mettre les animaux sur la paille, faire du fumier, remettre ça. Alors pour les humains, évidemment, c'est les latrines sèches, hein, on va uriner, on va déféquer sur de la sciure de bois. J'ai plaidé pour les latrines sèches dans les salons du 16e arrondissement avec un succès, je ne vous cache pas, un peu mitigé. Déjà, faites attention à nos bouts d'épuration, parce qu'il peut y avoir du cadmium, du plomb, du mercure. Mais l'agroécologie, c'est quand même essayer de trouver des solutions à tout ça. En tout cas, ne pas gaspiller. Et il faut trouver du phosphate ailleurs. Et là, je pense que les principaux progrès dans les années qui viennent, les arbres qui, avec des racines profondes, peuvent intercepter les éléments minéraux quand la roche mère, hein, le granit, le grès, le schiste, le basalte, le calcaire, quand c'est altéré, les éléments minéraux qui sont libérés ne sont pas accessibles à une racine de blé. Mais si c'est accessible à une racine d'arbre, l'arbre va intercepter ça, ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille remonte, fertilise la couche arabe, donc on va remettre des haies, on va remettre des pommiers dans la prairie, vous appelez ça culture sous parc arboré, vous appelez ça agroforesterie. Pour certains d'entre nous qui travaillent dans les pays du Sahel, on sait très bien qu'un rendement de 1200 gousses sous un parc de Fédéral Béabida, son rendement est 3 fois supérieur à ce qu'il est sous la frondaison de l'arbre que là où il n'y en a pas. Donc on n'est pas sans solution technique. Évidemment, il ne faut pas manger que du pain et du riz, hein. Le 1100 gousses, il faudra le réhabiliter. Et en plus, vous avez des champignons mycorhiziens qui, un peu comme la truffe, s'incrusent dans la racine de l'arbre, développent un mycélium, donc ils se nourrissent de l'énergie photosynthétisée, hein, donc c'est bien partenaire des solaires, un mycélium très fin, ils vont aller chercher les éléments minéraux quand la roche-mère est altérée, donc ça alimente encore davantage l'arbre dans ces éléments minéraux pour que quand la feuille est morte, ça fertilise la couche arabe, et même on connaît des champignons mycorhiziens qui s'incrusent dans les cultures annuelles, développent un mycélium extrêmement fin, ils vont aller chercher les éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles, que la plante, même avec les éléments les plus filamenteux, ne parvenait pas à extraire, ben voilà, le champignon arrive à extraire le phosphate, il le solubilise et le restitue à la plante dont il avait tiré l'énergie, nouvelle symbiose. Enfin, on n'est pas sans solution, inspirée d'agroécologie, qui pourrait nous aider à nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Vous savez quel est le défaut de ces agricultures qui relèvent largement de l'agroécologie? C'est artisanal, c'est diversifié, c'est soigné, c'est bichonné, ça exige du travail. Voilà, on me fait le reproche. Ah, mais cette agriculture, elle exige du travail. Ben oui, une agriculture intensive à l'hectare en emploi, au kilomètre carré en emploi, moi je suis pour. Seul petit problème, il faudra qu'on les rémunère correctement. Je termine là-dessus, ça m'éloigne de l'agroécologie, c'est les conditions socio-économiques. Mais que quand il y a 2 sacs de riz qui sont vendus au même prix dans la vallée de la Casamance, au sud du Sénégal, la femme qui a repiqué le riz à la main, qui ne peut pas repiquer quand le sol est sec, qui ne peut pas repiquer quand le niveau de l'eau, de l'inondation est trop élevé, le nombre de jours
pour repiquer disponible et faible, et c'est un travail extrêmement lent et pénible, quoi. Il faut être très clair. C'est jamais plus d'un demi-hectare. Et sans engrais chimiques ni organiques aucun, mais c'est sans jachère non plus, hein, c'est quand même 1 tonne hectare. Et ça donc fait, sur un demi-hectare, ça nous fait 500 kg de paddy. Une fois décortiqué, ça fait 400 kg de riz. Ça veut dire qu'on peut nourrir 2 personnes. Pour nourrir correctement un habitant, il faut 200 kg de céréales ou d'équivalent, pommes de terre et autres. Donc, un actif dans les familles où on travaille à la main, dans le sud Sénégal, peut donner à manger à 2 bouches à nourrir. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut aussi acheter des médicaments, des produits de première nécessité. Et voilà que cette paysanne va vendre du riz sur le marché à Ziguinchor. Et si vous allez sur le marché à Ziguinchor, vous trouvez un peu, très peu, de riz de Casamance, vous trouvez du riz du Vietnam, du riz de Thaïlande, du riz d'Arkansas. Et dans le riz d'Arkansas, vendu au même prix, mais l'agriculteur, lui, il ne repique plus à la main, c'est terminé. C'est le semoir rotatif, c'est le tracteur frappisseur, c'est 100 hectares. Et puis c'est le rendement avec tous les produits chimiques, c'est 5 tonnes hectares. 500 tonnes dans l'Arkansas par actif et par an, 500 kilos, 1000 fois moins en Casamance. Un actif au travail aux États-Unis produit 1000 fois plus de riz qu'une active au travail en Casamance. Alors évidemment, il faut que je sois honnête avec vous, les 500 tonnes, c'est le travail de l'agriculteur, mais c'est le travail de celui qui a produit les engrais, de celui qui a produit les pesticides, de celui qui a produit les carburants. L'agriculture hautement productiviste, elle est aussi hautement destructiviste. Mais faisons le calcul. C'est vrai en Camargue aussi, hein. Pour produire 500 tonnes de riz, il y a 400 tonnes de riz qui servent à couvrir les coûts de ce que l'agriculteur a détruit. Les engrais qui étaient là, ils n'existent plus, le pesticide est là, les carburants ont été brûlés par le tracteur a été usé. Mais donc je soustrais ce qui a été détruit pour voir quelle est la valeur ajoutée. Ben, la valeur ajoutée, 1/5, ça fait quand même 100 tonnes. Et 100 tonnes, c'est quand même 200 fois supérieur aux 500 kilos. Donc vous voyez, la productivité de l'agriculteur, là c'est le seul agriculteur, ben, la productivité de l'agriculteur est 200 fois supérieure à ça et ces gens-là sont mis sur le même marché mondial. Elle a travaillé 200 fois plus pour faire le sac que le voisin, que le concurrent. Elle accepte une rémunération de son travail 200 fois inférieure. Je vous suggère qu'on autorise les pays du Sud à se protéger de nos excédents de céréales, que ça vienne d'Ukraine, de Russie, des États-Unis ou de France. Je suggère que nous, on se protège du soja brésilien, ce genre de choses. Oui, je crois que tous les peuples devraient avoir le droit de pratiquer une agriculture inspirée d'agroécologie, qui gère en circuit court le cycle du carbone, la photosynthèse, le cycle de l'azote, les légumineuses, le cycle des éléments minéraux, les champignons mycorhiziens, que tous les peuples aient le droit de vivre dignement et que les paysanneries aient le droit de vivre dignement sans être obligés de migrer vers les bidonvilles, sans être obligés de chercher un passeur pour traverser le désert libyen, le Méditerranée, que ces gens-là puissent vivre dignement et nourrir leur peuple en toute sécurité. Il y a des solutions, elles ne sont pas que agroécologiques, il faut quand même peut-être voir les accords commerciaux. C'est le système économique mondial qu'il nous faut remettre en cause. Oui, clairement. Alors peut-être juste pour prolonger quand même ce qui était dit sur l'agroécologie, qui est aussi un projet social et politique. C'est-à-dire qu'au-delà des itinéraires techniques très bien décrits et des solutions autour de la diversité, là où on a uniformisé, il y a évidemment un projet aussi social et politique de réhabilitation des savoirs traditionnels, d'émancipation de l'agriculteur et de son travail pour qu'il dépende de moins en moins d'intrants extérieurs et retrouver une forme d'autonomie que certains ont pu connaître dans certaines formes de culture. On peut penser à la culture élevage où une activité nourrissait l'autre et vice-versa. Donc toutes ces formes un peu complexes effectivement de gestion d'exploitation qui sont coûteuses en temps, en énergie, en travail. Et ça effectivement c'est quand même une donnée, je pense, qu'on ne peut pas évacuer. C'est-à-dire que c'est aussi des systèmes qui sont beaucoup plus intensifs en main-d'œuvre. Donc c'est d'une part très heureux dans un moment où effectivement on pourrait travailler et il y a une demande pour ça, mais en même temps on sait aussi à quel point le travail agricole est quand même pénible. Il ne faut pas le nier. On s'en souvient pendant le Covid, il y a eu un appel au peuple pour aller aider nos agriculteurs à aller pour cueillir et récolter notamment les fruits et légumes. Bon, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui répondait à l'appel. La terre est basse, comme disait ma grand-mère, et ça fait mal au dos. Et donc on a réintroduit, sans que personne ne le sache trop d'ailleurs, des accords avec de la main-d'œuvre roumaine ou marocaine et des accords spéciaux d'avions qui venaient pour gérer les récoltes. Donc pour dire quand même qu'il y a quand même, me semble-t-il, aussi une dimension autour du travail qui est, à mon avis, absolument fondamentale et qui va se poser dans beaucoup d'endroits du monde. On parlait d'urbanisation, on sait qu'on a une population mondiale qui s'urbanise.
On a une population agricole vieillissante, des transmissions qui ne s'opèrent pas. On connaît un peu les chiffres par exemple, en France, qui sont assez importants. Et j'ai pas l'impression qu'on prenne complètement la dimension de cela. Donc probablement que ça, enfin moi j'imagine que ça va amener des mouvements migratoires autour du travail agricole, à mon avis, bien plus importants que nous connaissons aujourd'hui. Je pense aussi qu'il y a peut-être aussi un projet politique pour remettre peut-être en cause une évolution du progrès, de la modernité de notre agriculture qui commence, on s'en rend compte, à dissocier les trois éléments fondamentaux de gestion d'une exploitation, qui sont le capital, le foncier et le travail, qui, fut un temps, et encore dans certains endroits, appartiennent à une même personne. De plus en plus, on voit qu'on sous-traite le travail à des entreprises qui vont aller recruter de la main-d'œuvre. Le capital provient d'entreprises, de fonds financiers qui vont investir dans l'agriculture, et puis le foncier appartient encore à quelqu'un d'autre. Et donc là, on a une évolution qui compartimente ces trois éléments, et peut-être que aussi un projet politique de l'agroécologie, c'est de retrouver l'unicité de ça pour, encore une fois, avoir l'autonomie des agriculteurs. À quoi s'attendre? Ça, c'est toujours la question. Moi, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, ce que j'ai coutume de dire, c'est que c'est pas tant le contenu de l'assiette que les manières de table et les habitudes alimentaires. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, c'était il y a longtemps, l'an 2000, on allait manger des pastilles. On n'en mange pas, et c'est pas prêt d'arriver, vraisemblablement. Mais ce qui évolue le plus, on voit, c'est plutôt les habitudes alimentaires, avec certaines tendances, par exemple, à l'individualisation des régimes alimentaires, la multiplication et la diversité des régimes alimentaires qui n'existaient pas encore il y a quelques dizaines d'années. Le poids du numérique, de la commande, le fait éventuellement de moins cuisiner, c'est bien plus de gras, plus de sucré, etc., etc. Bon, pour des contingences qu'on connaît aussi, hein, sociétales. Aujourd'hui, à une époque où on cherche de plus en plus de sens et de valeur à son travail et de ne pas y passer sa vie ni sa santé. Donc effectivement, comment est-ce qu'on relance au confort, à la fois si on considère que c'est une production confortable pour les producteurs, alors quand même elle serait confortable techniquement, l'inconfort il est dans le sens justement qui est à ce travail. Moi j'avais un bon ami qui est producteur de porc en Bretagne qui m'explique qu'en fait il ne consomme pas ce qu'il produit. Et ça, déjà, en soi, c'est de mon point de vue un inconfort mental extrêmement fort. De se dire que je ne consommerai pas le produit de mon propre travail, qui est un produit alimentaire. Puis, de l'autre côté de la chaîne, évidemment, il y a le confort du consommateur, et on y est tous, d'aller effectivement faire ses courses en supermarché et d'acheter des aliments déjà transformés et qu'on peut cuisiner très rapidement parce qu'on n'a plus ni le temps, ni l'appétence, etc., etc. Donc, effectivement, c'est renoncer à un certain confort, mais un confort qui se fait à des prix importants pour l'environnement, pour la société, pour la santé, qui se transforment demain en des inconforts qui peuvent être mortels, on l'a vu dans le cas de la santé. Donc c'est ça qu'il faut effectivement arriver à intégrer, c'est que ce confort se fait à un prix qui n'est pas celui réel de notre alimentation. Comment redonner de la valeur à des techniques plus respectueuses de l'environnement, plus respectueuses du travail. Donc soit ça se fait par des instruments de marché, par exemple des labels, et donc on le voit dans la bio ou le commerce équitable, c'est-à-dire des labels qui montrent spécifiquement que effectivement ce produit est différencié parce qu'il est plus vertueux dans la forme de l'échange économique, dans la forme du travail qu'il a suscité, etc., par le respect de l'environnement qu'il a engendré. Et donc on peut trouver effectivement des formes de valorisation strictement économiques. On peut imaginer des formes si on reste dans des outils purement économiques, de taxation, comme ça a été imaginé dans certains pays, de taxer des produits par rapport à la façon dont ils ont été produits, et donc du coup de rendre plus accessibles des produits plus vertueux. Donc il y a à la fois les instruments économiques, mais je pense qu'il y a aussi à un moment des choix politiques, et en Europe, clairement, la politique agricole commune, vous voyez aujourd'hui la difficulté qu'ont les agriculteurs bio, par exemple, à récupérer leurs aides. Et puis les aides sont finalement assez minimes par rapport à l'agriculture conventionnelle. Donc c'est aussi des choix politiques à un moment de se dire au sein de la politique agricole commune, et de réforme en réforme, c'est toujours très lent.
de verdir, entre guillemets, les aides et d'avoir des aides publiques qui stimulent plus des productions vertueuses et qui vont du coup mieux valoriser ces productions-là. La profession agricole aujourd'hui continue d'adhérer au syndicat qui leur vend l'agriculture industrielle et s'oppose à l'agroécologie, parce que c'est un excellent syndicat pour quémander des subventions qui sont proportionnelles à la surface. Est-ce que le contribuable se doit de rémunérer le travail d'agriculture intensive en travail, ou au contraire de subventionner les agriculteurs en proportion des surfaces? On découvre aujourd'hui que cette course à la compétitivité, les agricultures latifonnières, qu'elles soient au sein de l'Union européenne, Roumanie, Bulgarie, Tchéquie, etc., ou que ce soit à l'étranger, hors de l'Union européenne, les États-Unis, l'Uruguay et autres, effectivement, cette agriculture industrielle, elle n'était pas rentable. Le paysan, trouve que la fertilisation chimique est plus chère. Il trouve que la fertilisation biologique est rentable. Mais très vite, il est libre dans ses choix, mais fier. Il va mettre des légumineuses en remplacement des engrais azotés de synthèse. La transition agroécologique, on peut l'accélérer quand même. On pourrait, avec des politiques adéquates. Moi, je propose que les services environnementaux et sanitaires d'intérêt général soient rémunérés par la voie contractuelle. C'est plus des agriculteurs qui mendient des aides et des aides mal distribuées. C'est des gens fiers, droits dans leur mode. On leur a demandé à quel prix êtes-vous prêt à mettre en œuvre cette technique qui permettrait de séquestrer du carbone, moins d'inondation dans la vallée, moins d'érosion des sols, moins de dégradation des sols, contribution au réchauffement climatique, on est compatible avec COP21, on atténue la dose de gaz carbonique. C'est d'intérêt général? Oui, c'est le contribuable qui paye. Dites-moi à quel prix vous rendez ce service d'intérêt général. Écoutez, je vous paye, je vous fais un contrat de 5 ans, et droit dans vos bottes, vous serez fiers, vous nous rendez un service d'intérêt général. Vous nous mettez des légumineuses. Alors les légumineuses, évidemment, c'est en substitution du soja, moins d'importation de soja. C'est aussi moins d'importation de gaz naturel pour fabriquer des engrais azotés de synthèse. Donc on gagne sur les deux tableaux en termes monétaires. C'est-à-dire que si on perd en devises parce qu'on exporte un peu moins de blé, mais qu'on a mis des légumineuses, de toute façon même en devises, comme ça a été dit tout à l'heure, on gagne en moins importer de soja et moins importer de gaz naturel ou d'engrais azotés de synthèse. Donc on gagne en voilà. Mais en plus, on gagne parce qu'il y a moins de protoxyde d'azote, parce que l'épandage des engrais azotés de synthèse sont émetteurs de protoxyde d'azote, moins de contribution à l'effet de serre. Les légumineuses de la luzerne, etc., vont réhabiliter les pollinisateurs. Voilà, c'est génial, on réhabilite la biodiversité. C'est un service d'intérêt général. Dites-moi à quel prix vous êtes prêts à nous rendre ce service d'intérêt général pour le supplément de travail. Voilà, on va désormais rémunérer le travail pour les services d'intérêt général. Quand vous achetez un produit bio, si vous changez de mode de consommation, certification par une tierce partie, un label, vous pouvez faire confiance, moins d'antibiotiques dans la viande, moins de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, et il y a urgence pour notamment les gamins, mais parce que c'est à ces âges-là où c'est le plus grave, il y a urgence de changer de mode de consommation. Et je pense que la multiplicité du changement de comportement de consommateurs peut avoir un poids macroéconomique. Il y a plusieurs problèmes dans le régime végétarien. D'abord déjà, sur le plan strictement sanitaire, effectivement, parfois, consommer moins de viande rouge riche en acides gras saturés, c'est peut-être pas une idiotie. Alors par contre, il ne faut pas remplacer ça par de l'huile de palme, riche en acides gras saturés aussi. Effectivement, moins une viande blanche de porc et de volaille, nourrie avec les sojas brésiliens en question, là vous êtes sûr qu'il y a des antibiotiques dans la viande. Donc il y a déjà une question de régime alimentaire qui plaide un peu pour manger moins de viande et plus de protéines végétales de substitution. Première série d'argumentation qui va dans le sens d'un régime plus végétarien, et même d'un régime végétarien, on peut manger équilibré végétarien, à la fois de végétalien. Alors là, ni œufs, ni lait, alors là, je mets en garde, c'est la vitamine D, et encore plus la vitamine B12. Là, je déconseille pour des raisons sanitaires. Mais moi, quand je propose de remettre de l'élevage dans le bassin parisien, des brebis qui produiraient du lait, et qui, avec transformation fromagère, j'en connais, qui commencent, ça y est, à remettre de l'élevage dans une région qui était trop spécialisée grande culture. Alors on me dit, ah ben ça y est, l'île de France, voilà, elle contribue à accroître le réchauffement climatique avec le méthane. Faux, parce que la luzerne, le trèfle, le sainfoin qui a nourri la brebis, elle a fertilisé en azote la betterave, le colza, le tournesol, le céréal en rotation, et du coup c'est moins d'importation de gaz naturel russe et moins d'épandage d'engrais azotés de synthèse, très émetteur de protoxyde d'azote, 10 fois plus réchauffant que le méthane. Donc, mais ces calculs de compétitivité filière, ces calculs de je produis de l'agroéthanol, combien je produis d'agrocarburant avec 2 litres de colza et combien l'huile de colza va exiger d'énergie fossile. Si vous oubliez que l'huile de colza qui a servi à faire de l'agrodiesel n'a pas servi pour la salade, comment vous faites pour la salade après? Vous êtes obligé d'accroître le rendement de la parcelle de colza d'à côté avec des engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile. Et à ce moment-là, on découvre que le calcul qui nous était donné, strictement filière,
Eh bien, effectivement, il était trompeur. En fait, on consomme plus d'énergie fossile. Après, il y a le bien-être animal, où là, question on ne peut plus légitime, parce qu'effectivement, il y a des conditions d'abattage, il y a des conditions de transport, il y a des conditions d'élevage, qu'on connaît maintenant, hein, que c'est pas seulement la moelle épinière, hein, les animaux ont l'équivalent d'un cerveau, on peut avoir un encéphalogramme, j'allais dire, donc ça peut être douloureux. Donc la question du bien-être animal et des conditions d'élevage mérite d'être posée. Et puis après, il y a une philosophie végane, c'est pas seulement végétarien, végétalien et bien-être animal. Le vegan, c'est une philosophie qui considère que toute forme d'élevage, c'est de l'esclavage. La question, je l'accepte comme légitime. Monsieur Fumier, est-ce que vous ne serez pas spéciste? Est-ce que vous ne serez pas anthropocentré? Est-ce que vous n'avez pas un mépris à l'égard des autres espèces, comme les racistes ont un mépris à l'égard des autres races? Eh bien, je suis obligé de vous dire, oui, je suis anthropocentré. Vous avez le droit de me qualifier de spéciste. J'ai plus de considération pour les voisins, les voisines, plus de considération pour eux que pour mes chiens et chats. J'ai plus de considération pour les chiens et chats que pour les rats et les souris. J'ai plus de considération pour les rats et les souris que pour les moustiques. Et je vous fais l'aveu, j'ai frappé des moustiques, j'ai tué des moustiques, j'ai cueilli des roses, et j'ai cueilli de la salade pour la manger. Le mépris à l'égard de l'espèce salade, il est vrai, je l'ai cultivée pour la tuer et la manger. Je suis spécialiste, j'assume, ne me traitez pas de cannibale. Il est clair que l'agriculture moderne de demain, elle va devoir se passer totalement des produits pesticides. Ça c'est clair, c'est à la fois pour des raisons sanitaires, hein, les antibiotiques dans la viande, les perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes, mais quand une maladie est malade, quand une plante est malade et on lui met un fongicide parce qu'il y a un champignon pathogène, n'oubliez pas que le fongicide tombe à terre et met en péril les champignons mycorhiziens qui jouent un rôle considérable dans la fertilité des sols. Donc l'analyse systémique, c'est effectivement, on n'éradique plus, on n'emploie plus les produits ancides, et la façon dont on se prémunit contre les insectes ravageurs, les agents pathogènes et les herbes adventices, c'est effectivement avec la diversité de cultures dans les rotations, les assolements et les associations végétales, on minore la prolifération et on minore les ravages. Minorer la prolifération, quand vous avez les gens qui font la permaculture, alors je conviens, c'est du maraîchage, mais quand il y a un insecte qui s'attaque à cette plante-là, pour retrouver la plante de la même espèce, l'insecte, il a 4 barrières végétales. Eh bien, il ne va pas proliférer, il ne va pas pouvoir projeter. Et puis, minorer les ravages, ben vous avez des insectes piqueurs-suceurs, choisissez, sélectionnez des variétés velues. L'insecte piqueur-suceur essaye de piquer et sucer la sève, et puis les poils l'en empêchent. Vous avez des chenilles, au contraire, choisissez des variétés feuilles cirées, lisses. Le papillon dépose son œuf, ça tombe tout de suite à terre, pas de développement de larves dans la feuille. Et maintenant, on a beaucoup progressé en agroécologie, hein. C'est pour ça que l'idée que, quand on me dit remettre les animaux sur la paille, remettre des haies, refaire du fumier, c'est un retour en arrière, c'est la bougie, c'est l'âge de pierre, c'est Amish, monsieur du fumier. Non, hein. C'est très moderne ce dont je vous parle. Mais oui, aujourd'hui, on sait qu'il y a des plantes qui tolèrent la présence simultanée d'insectes piqueurs-suceurs et de chenilles. Et comment se fait-il? Alors, c'est des feuilles lisses. Alors, la chenille, on comprend pourquoi. Mais alors, pourquoi l'insecte piqueur-suceur ne fait pas de dégâts? Ben, figurez-vous que quand l'insecte, alors c'est pas vrai de toutes les plantes, hein, c'est là où il faut poursuivre la science moderne dont on parle là, c'est bien ça l'avenir, l'agriculture du futur. Et bien figurez-vous, on trouve que des plantes, quand elles sont piquées par un insecte piqueur-suceur, il y a un gaz volatile qui sort et qui atterre la coccinelle qui va s'attaquer au puceron. Donc l'agroécologie, la complexité de ces interactions nous permet d'envisager des formes d'agriculture qui se passeront définitivement de tous ces produits anciens qui nous font le plus grand tort. Et moi, ça m'insupporte un peu quand on me dit qu'avec les robots, avec les drones, etc., on va utiliser, c'est hyper moderne, on va déposer l'herbicide exactement sur la plante, le drone pourra... Non, c'est qu'on commence à mettre en avant des technologies dites hyper modernes, vérifier, pour continuer de mettre des pesticides, même si c'est à moindre dose. Et sachez que quand aujourd'hui on regarde les doses, il y a des plans éco-phyto, et le problème c'est déjà de mesurer la toxicité. Quand on essaie de mesurer l'ensemble des pesticides avec les plus ou moins dilués, plus ou moins pas dilués, et puis les effets cocktails, à la limite, on est bien incapable aujourd'hui de dire si ça a vraiment diminué ou pas. La grande inquiétude, c'est même plutôt qu'on a aggravé le problème malgré les plans éco-phyto. À vérifier parce que les modes de calcul sont quand même très difficiles. Puis pour les engrais azotés de synthèse, on a vu les légumineuses contre les engrais azotés de synthèse, et puis pour le phosphate, les champignons mycorhiziens pour les autres éléments minéraux. Donc là aussi, on pourra très largement s'en passer, c'est bon de le savoir. Et alors j'ai vu à Château-Ducasse, les gens avaient mis de l'herbe entre les vignes pour que l'eau ne dévale pas, pour qu'elle puisse s'infiltrer. Mais il ne faut pas non plus que l'herbe prolifère trop, donc il faut la faucher. Pas désherber, mais faucher l'herbe. Et j'ai vu un petit robot, à peine solaire, qui se réveille le matin, avec le jour, qui se couche la nuit, avec la tombée de la nuit, et qui vous fauche l'herbe.
Et bien le fait que ce petit robot haute technologie nous aide à mettre quelque chose très inspiré par l'agroécologie, c'est-à-dire que vraiment on est effectivement conforme à l'agroécologie et on arrive à diminuer la pénibilité du travail. C'est génial. Donc il n'y a pas de dogme. Moi je ne suis pas contre toute forme de robot, je ne suis pas contre toute la forme de drone, je ne suis pas contre toute forme de mécanisation, motorisation. Moi je veux savoir la mécanisation, la motorisation, la robotisation, la dronisation. C'est pour remplacer des gens par des machines et mettre les gens au chômage, ou est-ce que c'est pour alléger la pénibilité du travail et rendre le travail plus attractif? Je suis plutôt pour cette deuxième solution. Évidemment, avec l'actualité européenne, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais enfin, évidemment, il y a quand même des marches arrière assez radicales sur les questions environnementales, alors qu'il y avait eu une espèce de fenêtre d'opportunité assez incroyable politiquement à l'échelle européenne avec tout ce projet de la ferme à la fourchette, pardon. Et ce fameux Green Deal européen avec des objectifs très clairs, chiffrés, d'augmentation de la bio, de réduction d'utilisation des pesticides, etc. Et ça, c'était clairement un vrai motif d'espoir, qui rejoint d'ailleurs la question sur la marge de manœuvre politique, où à l'échelle européenne, il y avait une vraie volonté, effectivement, de verdir et de transitionner vers des formes d'agriculture plus vertueuses, en tout cas d'un point de vue environnemental. Effectivement, la période Covid est arrivée, sous couvert d'une reprise économique, les gouvernants considèrent qu'il faut un peu passer outre ces problèmes environnementaux, qu'il y a d'autres urgences qu'il faut régler, et donc il y a eu, vous avez vu, énorme rétropédalage, autorisation du glyphosate pour 10 ans encore, cet herbicide dont on sait à quel point il est potentiellement dangereux pour nos santé et certainement pour les sols. C'est une directive qui devait encadrer l'usage de pesticides qui a été retoquée, et notamment de la part du Parlement européen, ce qui était là où, au moins à l'échelle européenne, dans les différentes instances, c'était certainement le plus progressiste sur les questions environnementales. Il se trouve que là, il y a marche arrière, y compris du point de vue du Parlement, et autant dire que les prochaines élections européennes sont plutôt pas forcément réjouissantes. Oui, des motifs d'espoir, faut en garder. Faut en garder parce qu'effectivement, à cette échelle politique, là, c'est un peu bloqué pour le moment. Et ce qui rejoint du coup le lien local-global, c'est-à-dire qu'effectivement, les motifs d'espoir, on en voit beaucoup à des échelles locales ou territoriales. On évoquait les projets alimentaires territoriaux où se déroulent beaucoup d'innovations techniques, sociales, organisationnelles, qui sont effectivement des motifs d'espoir. Sauf que, où on voit point effectivement beaucoup de choses très vertueuses, mais qui restent marginales, je dirais, par rapport à ce qu'est notre alimentation en général. Marginal parce qu'en fait, c'est souvent mené à des échelles où les collectivités n'ont pas un certain nombre de leviers, par exemple pour la restauration scolaire, mais dépendent de bien d'autres leviers, et encore une fois, par exemple de la politique agricole commune, pour ce qui est de l'agriculture sur leur territoire. Donc c'est un peu là le hiatus compliqué, c'est qu'effectivement il y a des espoirs beaucoup à des échelles qui malheureusement ne maîtrisent pas les leviers les plus fondamentaux de l'organisation de l'agriculture et de l'alimentation. Pris dans un sentier de dépendance, c'est-à-dire c'est une histoire de modernisation, c'est une recherche qui s'est mise en œuvre autour de ce système, c'est des banques, c'est des politiques publiques, c'est toutes les industries d'intrants pour ça. Et donc tout ça, ça crée tout un écosystème qui est évidemment très dur à modifier et à changer. Donc ça suppose d'activer beaucoup de leviers en même temps, ce qui rend complexe effectivement la conversion et la manœuvre. Pour dire que c'est effectivement des transitions très complexes. Quand au milieu des années 80, on invente l'aide alimentaire d'urgence, les restos du cœur, etc., on est dans une situation qui nous semble être une situation d'urgence relativement incroyable, que des gens en France ne trouvent pas suffisamment à manger, en tout cas n'ont pas accès suffisamment pour se nourrir à leur faim. Et malheureusement, c'est une situation qui s'est installée dans le temps et qui est devenue complètement structurelle, puisqu'aujourd'hui, on a des chiffres complètement astronomiques. On sait que, grosso modo, entre 8 et 10% des Français ont eu recours au moins une fois à l'aide alimentaire, ce qui est carrément stupéfiant. C'est une personne sur 10. Et surtout, ça touche des publics de plus en plus variés, des étudiants, des gens qui travaillent mais qui n'ont plus suffisamment de moyens pour se nourrir. Au-delà de l'aide alimentaire en nature, qui est plutôt un système prévu pour l'urgence tel qu'on connaît aujourd'hui, par des façons beaucoup plus structurelles. Et donc vous avez peut-être entendu parler, il y a des projets, en tout cas politiques, de réflexion autour de ce qui serait une sécurité sociale de l'alimentation,
au même titre qu'on a une sécurité sociale de la santé, c'est-à-dire qu'on a considéré au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qu'on avait tous droit à la santé, que c'était un droit que l'État devait fournir, auquel on avait tous droit, et on s'est complètement habitué à aller avec notre carte vitale, quels que soient nos moyens, pouvoir aller chez le médecin, consommer des médicaments et être remboursé pour ça. Et bien, il y a un projet autour d'une sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire de considérer aussi, et c'est le cas, l'alimentation comme un droit que les États doivent fournir, et donc d'imaginer qu'il y ait une solidarité au moins nationale pour que effectivement tout le monde, le plus grand nombre, ait accès à l'alimentation, et évidemment de qualité. Je n'attends pas de le savoir, si je suis optimiste ou pessimiste, politiquement parlant, pour rester mobilisé. Et c'est vrai que je reste mobilisé. Qu'est-ce qui me motive encore aujourd'hui? Le fait de savoir que, d'un point de vue strictement technique, faire l'usage intensif des ressources naturelles, renouvelables, pléthoriques et gratuites, et éventuellement par des méthodes inspirées des champignons mycorhiziens, etc., on arrive même à résoudre les questions des éléments minéraux, savoir qu'on pourrait nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, 10 milliards d'habitants en 2050, par des formes d'agriculture technique qui relèvent de l'agroécologie. Moi, écoutez, de ce point de vue-là, techniquement, je suis hyper optimiste. On menait des combats à différentes échelles. La somme de nos comportements de consommateurs, c'est un peu comme un droit de vote. Quand je vais aller voter, je sais que mon vote, il ne pèse pas lourd par rapport au nombre. Mais je sais que la somme de gens qui votent, ça fait quand même des majorités. Je pense qu'il en est de même. Donc, la somme de nos comportements de consommateurs peut avoir un poids macroéconomique. Moi, je pense que si on s'intéresse à l'alimentation des gamins, puisque c'est là où les perturbateurs endocriniens ont le plus de trucs, si les associations d'élèves se mobilisent et exigent que les gamins, tout soit bio, pas un perturbateur endocrinien, parce qu'à ces âges-là, c'est grave, et maintenant il y en a marre de savoir qu'ils vont avoir une espérance de vie en bonne santé d'une 10 années inférieure, moi, les parents d'élèves, j'exige que l'école, j'exige que nos conseillers municipaux, territoriaux, etc., achètent à un prix raisonnable des produits labellisés bio, garantis une fois de qualité sanitaire pour que nos gamins ne soient pas élevés à ça. Mais ça peut être aussi les AMAP qui démontrent à travers des circuits courts, sans dépendre de l'agro-industrie, qu'on peut éventuellement acheter un produit bio, voire vraiment plus cher, s'il n'y a pas les marges pour les grandes et moyennes surfaces. Ah bon, donc allons-y, les AMAP, Association du maintien de l'agriculture paysanne, les marchés paysans, j'y vais, et on y va. Et puis si Terre de Liens ou des associations de ce genre essayent d'acquérir des terrains pour que des jeunes qui veulent s'installer, parfois des informaticiens qui veulent se mettre à l'agriculture, ils vont découvrir la pénibilité du travail, j'en conviens. Un tiers des installations d'agriculteurs en France aujourd'hui, c'est hors cadre familial. Donc c'est quand même assez nombreux. Donc faisons qu'ils ça réussissent. Voilà. Si on arrive à acquérir des terrains, si des municipalités, Montsartou, acquis des terrains en régie, ils créent des emplois pour faire de l'agriculture bio pour que les gens... Donc voilà, les municipalités, les plans alimentaires territoriaux, ça peut être des lieux où on assure un marché rémunérateur et stable à des agriculteurs qui font une agriculture conforme à l'intérêt général. Et puis c'est vrai que j'interroge, moi, mes députés, j'interroge les députés européens. Moi, je ne vous cache pas, je crois qu'il y a une fenêtre de tir peu commune aujourd'hui pour que l'Union européenne dénonce les accords commerciaux avec la guerre en Ukraine, la dépendance à l'énergie fossile, les émetteurs de protoxyde d'azote et le réchauffement climatique, même les mouvements migratoires à l'échelle mondiale. Je pense qu'il y a urgence de renégocier tout ça. Il faudrait que les échanges agricoles internationaux soient conformes avec les organismes contre le réchauffement climatique, les fameuses COP 21, 22, 23, 28. Et le mouvement migratoire, que les États se réunissent, sous l'égide de l'ONU, donc. Et je pense que si l'Union européenne, 27, dénonçait certains accords commerciaux, et là je m'adresse aux juristes, moi tous les juristes m'ont dit que le traité international de la COP 21, même s'il n'est pas contraignant, mais ratifié par 196 pays, ça prévaut quand il y aura un procès à l'organisme des règlements différents, parce que si on dénonce un accord commercial qu'on a signé et ratifié, on mérite un procès. Eh bien, il est hautement probable que nous le gagnions. C'est-à-dire là, avec les éléments, on va enfin essayer de mettre fin à ces mouvements migratoires intempestifs de gens contraints de migrer, de quitter la campagne pour rejoindre des bidonvilles parce qu'ils tombent en faillite. Enfin, je veux dire, on arrête ça, quoi. Les secteurs de nourriture sur le marché mondial. S'il y a des gens qui souffrent de la faim, de la malnutrition, on l'a vu tout à l'heure, la sécurité sociale alimentaire pour des gens. Si à France, il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur, les banques alimentaires, c'est pas que la France ne fournirait pas assez de blé, de poudre de lait et de sucre. On l'a vu que c'est la pauvreté, c'est les écarts de revenus. La nourriture qui échappe à des pauvres brésiliens, par exemple,
Parce que le soja et le maïs brésilien sert à nourrir des cochons. C'est pas normal que des cochons puissent manger, soient plus riches. Enfin, non, excusez-moi. Le terme correct, c'est nos usines d'aliments du bétail sont plus solvables que des Brésiliens au chômage. Voilà. Et n'empêche que c'est les écarts de revenus contre lesquels il faut se battre. Et puis effectivement, moi savoir qu'il y a du maïs et du sucre pour faire de l'éthanol, qu'il y a de l'huile de colza qui sert à faire de l'agrodiesel, qu'il y a des nourritures qui échappent à des pauvres, ils mourront de faim parce qu'il nous faut donner à boire à des voitures et des avions. Vous l'avez vu, si on dit les peuples du Sud ont le droit de se protéger de nos excédents de céréales. Ils prendront du mil, du sorgho, de la quinoa et retrouver leur habitude alimentaire d'autrefois sans à manger comme tout le monde du riz et du pain. Hein. Bon, ils auraient le droit à leur plus grande souveraineté alimentaire. C'est pas du franchouillardise que je suis en train de vous dire. Et nous, on aurait le droit de bâtir un plan protéinique. Et c'est pas faire du tort aux Brésiliens. Les Brésiliens pourraient manger le soja qui est mangé aujourd'hui par nos cochons. C'est bien tous les peuples du monde qui ont intérêt à ça. Je pense qu'on ne manque pas d'arguments dans la situation politique aujourd'hui pour dire oui, il y a urgence à tous les niveaux, consommateurs, communes, départements, régions, pays, Union européenne et OMC, allez, on y va, on se bat. Voir que la bataille politique, elle va être dure à mener, tant pis, moi je reste mobilisé. Merci Marc. Une convention qu'on appelle les accords multilatéraux d'environnement, et il se trouve que c'est celle sur la dégradation des terres et la désertification. Eh bien, je me suis aperçu que l'Union européenne nous avait aidé à introduire l'agroécologie comme ayant démontré ses capacités à lutter contre la dégradation des terres. Et c'est l'Union européenne qui nous a aidés à faire entrer ça dans le texte. Je sais aussi que dans la dernière conférence sur la biodiversité, à Kunming, l'agroécologie est entrée dans les textes. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, ce n'est que des textes. Ben, c'est pas si vrai que ça. Parce que, en fait, dans ces grandes rencontres internationales, tous les pays se concertent. On a parlé de 180, c'est pour ça que ça s'appelle conférence des parties, hein, les pays c'est les parties. Les pays s'accordent en général sur un certain nombre d'idées que chacun, une fois rentré chez lui, doit mettre en œuvre. Bon, c'est là où le bas blesse, c'est que certains rentrent chez eux et ils oublient de mettre en œuvre. C'est là aussi qu'il y a le rôle de la société civile, de dire, écoutez, vous avez décidé ça, vous avez accordé votre vote à tel et tel texte, et maintenant, nous, on s'appuie là-dessus pour aller de l'avant. Je vous donne un exemple français. L'Agence française de développement, que certains peut-être ne connaissent pas bien, mais enfin, c'est la Banque française de développement qui distribue notre aide publique au développement. C'est-à-dire que c'est celle qui soutient nos coopérations internationales via le ministère des Affaires étrangères. Eh bien, on a discuté avec eux dans le cadre du groupe de travail agroécologie, constitué d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, le GRET, le CARI, AgriSud International, c'est-à-dire des ONG qui pratiquons l'agroécologie depuis des années dans différents pays, dans différents contextes. Eh bien, l'AFD nous a sollicité pour les aider à mettre au point un document d'orientation stratégique pour que les projets qui ont une composante agroécologique puissent être financés. Vous savez, les bailleurs de fonds, on dit que ce ne sont pas des décideurs, c'est faux, parce qu'une fois qu'ils ouvrent une ligne de budget, une ligne budgétaire en faveur de tel ou tel système, effectivement, ça permet aussi à ce système d'avancer. Donc il y a quand même des signes d'espoir. On est face à un système qui est dans l'impasse totale, et qui, il faut l'espérer, ne va pas arriver jusqu'à vraiment des guerres alimentaires généralisées. On n'est pas du tout à l'abri de ça. La crise de l'énergie et la question de l'Ukraine n'a fait que confirmer ô combien toutes ces fragilités. Et donc on voit bien maintenant que, y compris tout un tas de gens qui étaient très très réticents, qui ne voulaient rien savoir, aujourd'hui commencent à chercher des solutions. Peut-être ils ne se tournent pas tous vers l'agroécologie, mais enfin l'agroécologie a vraiment pris un sérieux coup d'ascenseur, y compris chez les décideurs politiques, parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions sur la table. Et que tout le monde se méfie de la fuite en avant technologique, de la fuite en avant basée sur les énergies fossiles. Donc on est à un moment, je le confirme Marc, c'est tout à fait vrai, on est à un moment d'hésitation, et il est important d'écrire l'agroécologie, ou en tout cas ces agricultures écologiquement intensives d'une manière générale, dans les textes, parce que c'est aussi sur ça
que les ministres de l'agriculture ou les ministres des budgets en poste dans les pays s'appuient pour établir des politiques publiques. Comme ils ne font que passer, c'est bien d'avoir des textes qui sont là, qui permettent de faire des avancées dans ce sens. Si je veux reboucler avec ce que je disais au tout début et sur effectivement les différentes dimensions de l'alimentation, et en tout cas moi, une qui me semble importante et à mettre en valeur justement dans cette quinzaine des solidarités, c'est à quel point l'alimentation peut être justement un formidable vecteur de solidarité entre nous tous, entre nous et les agriculteurs, entre nous et des territoires plus lointains. Et je reviens peut-être encore à nouveau sur le commerce équitable, hein, qui est à mon avis quelque chose qu'il faut continuer de réhabiliter et publiciser, parce que c'est vrai que c'est une des innovations les plus anciennes, et de disruption justement du commerce international, et de donner justement une valeur juste à des produits, et ça s'est inventé dans le domaine alimentaire. C'est ça qui, en tout cas, un des motifs d'espoir. Je rejoins ce qu'il vient de dire, hein. Bio, certes, équitable, la rémunération juste par la qualité du produit, la rémunération des services environnementaux, c'est-à-dire faire en sorte que des gens qui sont en transition vers ces agricultures saines, eh bien, vont produire davantage de bons produits, et l'offre de bons produits s'agrandissant, eh bien, effectivement, les prix vont diminuer, ça deviendra accessible aux couches modestes, et les agriculteurs n'en seront pas moins rémunérés. Et puis, les producteurs bio seront à la fois rémunérés par la qualité du produit et la qualité de leurs services environnementaux. Moi, je crois qu'il faut rassembler ces idées-là. Je pense que les mangeurs, les consommateurs, les citoyens soucieux de l'environnement et les paysans, eh écoutez, ce n'est qu'un seul et même combat. Allons-y, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Thank you.